Donc bonjour et bienvenue à cette table ronde dont le titre est... J'ai eu un peu de mal à trouver comment l'appeler. Lire autrement, narration, tout est narration, lire sans roman. En fait, la genèse de cette table ronde vient d'un article qui était paru dans Actualité le 17 août 2020 qui faisait état d'une étude sur les pratiques culturelles qui avait été faite par le département des études de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture. Donc on va dire plus court, le DEPS. Et il disait, l'enquête 2018 relève que 62% de la population française âgée de plus de 15 ans aurait lu au moins un livre au cours de l'année passée. 62%, ça fait quand même pas lourd. Donc, le chiffre avait suscité la polémique dans les colonnes de l'actualité, disant qu'il était indiqué qu'il prenait en compte la lecture de livres hors bande dessinée. Et moi je me suis dit, mais pourquoi exclure la bande dessinée? Et pourquoi ne pas inclure d'autres façons d'écrire et de raconter des histoires avec des mots, mais pas forcément sous la forme d'un roman ou d'une nouvelle. Et c'est comme ça que je suis partie là-dedans. On parlait de la baisse de lecture multifactorielle, la baisse est constante. On parlait de 73% de lecteurs en 88, 71 en 97, 67% en 2008 et 62% en 2018. Là, je me suis quand même posé la question, parce que je connais plein de gens qui lisent. Et là, je me suis tournée vers mon fils. Je lui ai dit, je te vois jamais avec un roman, alors toi, tu lis quoi? Alors, c'est très simple, je lis des différents rapports de la Fondation SCP. Ma réponse a été, mais c'est quoi ce truc? Voilà. Et je suis partie comme ça. Donc, pour élargir le sujet, je me suis dit, quand on fait du jeu de rôle, il y a un peu de lecture. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Il y a aussi des livres qui s'appellent des livres dont vous êtes le héros. Là, j'ai des reliques des années 80, on ne se refait pas. Et ça existe encore, puisqu'on a un auteur en la personne de Fabien Clavel, ici présent. Il y a aussi des pratiques d'écriture collaborative et partagée. Et des premières versions, je dirais, c'est de la fanfiction. Donc, Luce Baster est ici pour nous en parler. Autrice de romans, de nouvelles, et qui a commencé en faisant de la fanfiction. Mon tout premier texte écrit, ça a été de la fanfiction, parce qu'avant j'ai inventé énormément d'histoires, mais je ne les écrivais pas. À ma droite, donc, j'ai Stéphane De Sienne, qui lui écrit des séries littéraires. Tu as beaucoup travaillé au début en numérique. Oui. Voilà. Et maintenant, voilà, tu es passé du côté obscur de la force en sortant en papier, mais... Je fais un peu moins de séries, plus de romans, mais j'ai pas abandonné les séries. On va peut-être remettre une petite couche là-dessus prochainement. Et donc, Fabien Clavel, auteur, alors là, c'est le auteur de romans, de jeux de rôle, de livres dont vous êtes le héros, rôliste, et qui a collaboré au magazine de jeux de rôle Casus Belli, qui était la Bible des rôlistes depuis les débuts, je dirais, pratiquement, avec quelques autres revues qui datent de cette époque-là. Et donc Maxime Bouillet, mon fils le plus jeune, qui lit peu de romans, qui en a lu quand même quelques-uns, mais qui aime beaucoup lire en ligne et qui lit plein de choses diverses et variées. Voilà. On va déjà commencer par les définitions. La fanfiction, qu'est-ce que c'est? La fanfiction, c'est... vous regardez... Alors, la fanfiction, on pense souvent au cinéma et aux séries, mais il y a aussi des fanfictions. Il y a des fanfictions Harry Potter, donc ça peut partir aussi d'un roman. Donc en fait, ce sont des fans qui vont soit réécrire la fin de quelque chose qu'ils ont aimé, mais ils n'aiment pas la fin, mais ça peut être aussi, ils décident d'élargir l'univers. À l'origine, la fanfiction, les premières fanfictions quasiment qui ont été vraiment écrites, ça vient presque du même endroit que le terme fan, c'est-à-dire de Star Trek. C'est quasiment les premières, vraiment le premier mouvement de fanfiction qui a été... et d'ailleurs, moi personnellement, les premières fanfictions que j'ai faites, c'était des Star Trek, mais j'avais 12 ans, j'avais aucune idée, ce terme n'existait pas encore. Et
Et c'était avec une copine sur les cahiers de classe. Voilà. Ah oui, carrément, oui. À l'époque où on n'avait pas encore d'ordinateur pour écrire, oui, moi aussi j'ai commencé sur des cahiers et sur des feuilles perforées que je faisais lire à mes professeurs. Effectivement, tu parles de Star Trek, j'ai vu que ça a commencé dans les années 70, les fanzines, les premiers fanzines en fait, d'après ce que j'ai compris aux États-Unis, c'était autour de l'univers de Star Trek et c'était assez féminin en fait. D'après ce que j'ai compris, parce que les fans de SF féminines à l'époque se trouvaient exclus, pas très bien intégrés dans les conventions de SF qui étaient très masculines, et elles avaient donc développé leur propre... Alors là, il y a une chose, c'est que c'est pareil, les conventions de SF, les conventions de fans sont nées avec Star Trek, et effectivement ont été poussées par les femmes, parce qu'il y avait un gros public féminin, parce que c'est vrai que même si aujourd'hui on regarde la première saison de Star Trek, les 4 premières saisons de Star Trek, celles que j'ai vues moi quand j'étais gamine, on peut les trouver machistes, en tout cas il y a quand même pas mal de biais machistes qui sont visibles. Mais par rapport à l'époque, c'était vachement avancé. Et c'est vrai que on était avec un mouvement féministe qui commençait à exister. Et je pense que c'est un petit peu ça. Moi, j'étais gamine, donc ce que j'ai vu surtout, c'est que Star Trek, quand ça a été arrêté, en tant que fan et tout, c'était un déchirement. Et comme je suis rentrée en France, j'ai pas trop vu, je l'ai su plus après, je l'ai découvert un peu sur le tas, qu'en fait justement il y avait des conventions qui avaient commencé à naître et tout ça. Mais le phénomène après, je pense que c'est quand même Internet qui a amené le partage de la fanfiction. Parce que par exemple, moi j'écrivais des fanfictions avec une copine, mais il n'y avait qu'une ou deux qui les lisions, et personne d'autre. Internet, la différence, c'est que maintenant, quand on écrit des fanfictions, il y a plein de réseaux par lesquels on peut les publier sur Internet. Il y avait entre autres un réseau de blogs qui s'appelait qui était presque faisait presque que ça, c'était presque que des fans qui écrivaient des fanfictions, et il y a surtout la plateforme FFnet. Fanfiction.net, voilà. 2,6 millions de membres écrivant dans 40 langues. Enfin, c'est vraiment... Fanfiction.net, j'avais des lecteurs aux 4 coins du monde. Parce qu'en plus de ça, on peut voir qui lit d'où. Sur fanfiction.net, donc on voit le graphique et tout, puis tu regardes les autres. Punaise, mais j'ai des lecteurs au Chili. Et aujourd'hui, alors il y a aussi une autre plateforme qui s'appelle Wattpad, qui marche très bien, qui permet de partager des textes. C'est certainement un outil, tu vas me le dire, parce que moi j'ai jamais écrit de fanfiction, je les écrivais secrètement, mais je les ai jamais publiés vraiment. Mais c'est une façon de faire ses premières armes d'écrivain en fait. Je veux dire qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire de la fanfiction, c'était absolument pas dans le but de devenir écrivain. Pour moi, c'était plus, et je pense que c'est le cas de beaucoup la majorité des personnes qui écrivent de la fanfiction. Alors, il y a de vrais, je veux dire, j'ai rencontré des vrais auteurs sur FFnet, entre autres, surtout en anglophone, mais il y en a aussi, j'en connais aussi des francophones. Mais je pense que c'est complètement différent. C'est effectivement, c'est prolonger à quelque chose qu'on aime. Donc c'est plus personnel, même si on le partage. Peut-être plus qu'un roman. Et Wattpad est différent de FFnet dans le sens où ce n'est pas que de la fanfiction, il y a énormément de production originale. Il y a aussi énormément de ressuscités, c'est-à-dire des gens qui pompent en fait, qui récupèrent des textes d'autres auteurs de fanfiction ou d'eux-mêmes d'auteurs publiés et qui changent juste les noms. Ça par contre c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Ça s'appelle du plagiat. Et même en fanfiction, il y a du plagiat. C'est assez terrible. Les gens s'entrepiquent leurs textes. Là, je ne comprends pas. Parce qu'autant je comprends qu'on puisse avoir envie d'écrire de la fanfiction, autant ça, je ne comprends pas. C'est une démarche que je crois que j'ai jamais compris.
Ah, ça, je vois bien ton point de vue là-dessus. À quel moment tu as senti que tu avais envie de sauter le pas et d'écrire dans ton propre univers? Alors, c'est bassement matériel. C'est le jour, un jour, j'ai décidé que je ne pouvais plus supporter le contexte dans lequel je travaillais. Et j'ai téléphoné à la NPE, je leur ai dit, voilà, j'ai quoi comme droit? Ils m'ont dit, bon, ben, vous avez droit à 3 ans. Vous avez 52 ans, vous avez droit à 3 ans de chômage à plein tarif. J'ai dit, ok. Et ben, je les prends. Et maintenant, je fais quoi? Ben, j'aime bien écrire finalement. C'est chouette d'écrire. Je me donne 3 ans pour être publié. Et ça a donné Les Enfants du passé. Ça a donné Les Enfants du passé, mais ça a pas été, Les Enfants du passé a été le premier publié et c'était une fanfiction que j'ai transformée en roman. Mais en fait, ce n'est pas le premier roman que j'ai écrit, c'est quasiment ça a été mon premier texte, puisque ça a été même ma première fanfiction qui a été publiée sur Internet. Mais en revanche, j'ai jamais eu l'idée d'en faire un roman. Pour moi, il était tellement intégré dans l'univers, Torchwood et Doctor Who, que c'était impossible d'en faire un roman qui soit indépendant. Donc j'ai écrit des romans, j'ai écrit plusieurs autres romans qui n'ont pas forcément trouvé, les premiers n'ont pas trouvé d'éditeur. Le premier qui a trouvé un éditeur, ça a été Les Enfants du passé, parce que derrière j'avais quelqu'un qui s'appelle Joe Chloé Bertrand, que j'ai connu à 14 ans, qui était sur FFnet et qui, on s'est retrouvés sur le même forum d'écriture et qui a commencé à me dire non mais il faut que tu en fasses un roman, mais il faut que tu en fasses un roman. Et j'ai subi un harcèlement pendant 4 ans jusqu'à ce que j'en fasse un roman et que je lui fasse lire et qu'il me dise ouais ok c'est bon, ça y est. Et effectivement, lui je l'ai proposé à une maison d'édition, il a été pris immédiatement. Et puis après, il y a eu La Débusqueuse de Monde. Après, il y a eu La Débusqueuse de Monde, il y a après Les Chambres des Fengiques, qui n'ont plus rien du tout à voir avec la fiction. Donc là, tu es parti dans tes propres textes et ton propre univers. Voilà. Et j'ai plus envie du tout d'écrire de la fanfiction. Mais par exemple, là, j'ai récupéré mes droits sur Les Enfants du passé. Et je l'ai retravaillé et il va sortir en livre de poche au printemps. Et c'est un truc que jamais, si on m'avait dit à l'époque où j'ai commencé à l'écrire, jamais j'aurais imaginé qu'un jour ce truc serait au livre de poche. Comme quoi. Merci beaucoup, Luce. Après, on va peut-être parler un petit peu de la fondation SCP branche francophone. Tout à fait. Parce que là, on a parlé donc de l'influence et de la possibilité de publier ses textes sur Internet et de rencontrer son public. Et alors là, on va tout de suite arriver dans un univers que je ne soupçonnais pas. Comme quoi, il faut un peu plus interroger ses enfants sur leur lecture. La plupart des gens, quand ils le découvrent, ils n'en soupçonnaient absolument pas son existence, pour être franc. Alors voilà, donc la fondation SCP, ça commence en 2007, c'est ça? Exactement, sur le site internet américain 4chan, qui est un immense site, pratiquement un porte-étendard du web, notamment du web américain, dans lequel se déroulent plusieurs salons de discussion. Et parmi eux, on a le salon Creepypasta. Alors, une creepypasta, c'est une histoire qu'on raconte sur Internet pour se faire peur. C'est une combinaison du terme copypasta, donc copier-coller, et creepy, qui veut dire effrayant. Donc tout est dit, ce sont des textes qui littéralement se font copier-coller de site web en site web. Et sur ce fameux salon, un utilisateur anonyme nous publie le texte suivant. Vous allez écouter votre premier rapport SCP. Ne vous inquiétez pas, il est court. SCP-173, classe Euclide. Procédure de confinement spécial. L'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, il doit systématiquement être un minimum de 3 personnes et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. 2 personnes doivent maintenir un contact visuel direct avec SCP-173 en toutes circonstances, et ce jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Description. Transféré au site 19 en 1993. Origine inconnue jusqu'à présent.
Il est constitué de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de marque Krillon. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel direct. Il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner des yeux. L'objet attaque en brisant le cou de la victime à la base du crâne ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de grattement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'est présent à l'intérieur. Ceci est considéré comme normal et toute modification de ce comportement doit être signalée au superviseur de la LGED en service. La substance brun rougeâtre sur le sol est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée sur une fréquence bi-hebdomadaire. Je tiens à préciser qu'aucun des termes que j'ai lus, donc notamment classe Euclide, le site 19, etc., n'ont été précisés. C'est-à-dire que les informations que vous avez obtenues sont celles que les visiteurs du site web 4chan ont eues lorsque cet utilisateur anonyme, plus tard identifié comme Moto42, a publié le texte. Je vous laisse imaginer à quel point les gens sont devenus pratiquement fous en lisant ça. Surtout qu'il y a une petite image d'illustration à côté, qui est une œuvre d'art de l'artiste Motoki, un artiste japonais très peu connu, tout simplement. Et du coup, suite à cela, les différents forumers qui étaient présents lors de la publication du texte se sont rassemblés et ont décidé de créer un forum d'écriture du nom de Fondation SCP pour créer tout d'abord les 172 autres SCP avant, mais on verra plus tard que ce qui concerne le SCP-001 est assez particulier, on va dire. Et ensuite, d'autres rapports ont été écrits petit à petit, jusqu'à ce qu'en 2019, on ait recensé plus de 11 900 rapports. Et je parle uniquement des rapports. On parlera des comptes plus tard, potentiellement. Donc, écriture collaborative avec des auteurs multiples qui ne s'identifient que par des pseudonymes. Exactement. Voilà. Et petit à petit, il y a une organisation au niveau de la façon d'écrire, avec des comités de lecture qui valident déjà l'idée de base, c'est ça, et qui après vérifient que la manière de raconter correspond à ce genre très clinique qui ressemble à une espèce d'administration occulte, voilà. Je vais balancer quelques précisions justement à ce sujet, puisque je suis devenu membre. Déjà, tout d'abord, évidemment, il faut devenir membre de la fondation, donc envoyer une petite candidature. Ça peut prendre un certain temps, évidemment. Ensuite, il va falloir, après vous êtes présenté pour montrer pourquoi vous êtes entré sur le site, il va falloir présenter votre idée dans un brouillon. Et il faut que des membres de l'administration, donc des membres plus haut classés du staff, valident votre idée. Et votre idée devra suivre un protocole extrêmement simple. Il faut que l'idée puisse être assez intéressante pour faire un rapport, et il faut que l'idée ne soit pas trop similaire à celle d'un autre rapport précédent. C'est tout. Et vous allez vite comprendre à quel point ça est devenu une certaine force, cette liberté de conception d'entité. Ensuite, vous commencez à écrire. Et ce n'est que lorsque, là encore, des administrateurs auront validé votre texte que vous pourrez le publier. Alors aujourd'hui, enfin là, c'est ce que j'ai récupéré sur le Wikipédia qui parle de la Fondation SCP. 135 000 abonnés dans le monde entier font vivre la communauté. Donc il y a des rôlistes. Une pièce de théâtre a été jouée à Dublin. Il y a des youtubeurs qui sont spécialisés. Il y a même eu un jeu vidéo qui a été conçu sur la fondation. Et en gros, on a 13 branches internationales, dont la française créée en 2012, 42 000 articles, dont des traductions tous pays confondus. C'est-à-dire qu'en moyenne, par jour, depuis 2008, il y a 11 articles qui paraissent. Voilà. Et je tiens à remercier la personne de la Fondation SCP, branche française, avec qui j'ai eu un échange téléphonique il y a 2 ans, quand j'ai commencé à réfléchir à cette table ronde, pour tous les détails et les explications qu'il a pu me fournir. Vas-y, continue. Alors, donc comment tu as connu la Fondation, toi? Alors moi, c'est très simple. C'était quand j'étais à peu près en 5e. J'avais regardé, ça va paraître un peu idiot, une vidéo de top 10 de creepypasta d'internet. Et justement, SCP-173 est paru parmi eux.
Je garde ça en tête, je ne lis pas spécialement de rapport, mais je me dis quand même que SCP-173, ça a l'air d'être assez intéressant comme univers et tout. Puis je tombe sur une autre vidéo qui parle de SCP, puis encore une autre. Puis je me dis, allez, bon, très bien, ça a l'air terrifiant mais génial à la fois, donc je vais aller sur le site. Puis je vois le nombre de rapports. Et j'ai le vertige. Voilà. Donc il y a, je sais plus combien de langues, hein, tout n'est pas disponible en français, c'est-à-dire il y a un certain nombre de rapports anglais, allemands qui ont pu être traduits. Oui, un certain nombre, c'est surtout dans la branche anglaise on a justement le plus grand nombre de rapports, mais c'est aussi là où on a beaucoup de trous, tout simplement parce que la quantité de travail peut être énorme et que le travail de traduction peut être extrêmement compliqué. Parce qu'il y a des rapports qui sont courts et des rapports qui sont beaucoup plus longs. Exactement. SCP-173, celui que je vous ai lu, c'est un rapport qu'on pourrait qualifier de très court. Et surtout, là on parle uniquement de la longueur, mais on ne parle pas non plus de la complexité en général. Parce que certains SCP ont un effet mémétique. C'est-à-dire un effet qui fait que vous pouvez ne parler d'eux ou penser à eux d'une certaine manière. Par exemple, il y a un SCP, c'est un grille-pain. Ça, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue, effectivement. Qui fait que vous ne pouvez ne parler de lui qu'à la première personne. Par exemple, je suis un grille-pain, effectivement. Et lorsque des gens sont trop proches de moi, les gens finissent par se prendre pour des grille-pains. Ce qui n'est pas très bon pour la santé quand on mange plusieurs dizaines de kilos de pain. Voilà. En s'attendant à ce qu'ils ressentent toasté. J'en ai lu quelques-uns et j'avoue que ça part très loin quand même. C'est très très fou, mais alors il y a les textes qui sont donc très cliniques et il y a les contes aussi qui sont plus là de l'ordre de la, ils font plus penser à des nouvelles. Exactement. Ce sont des textes qui eux n'ont pas cette contrainte de la forme. C'est un océan dans lequel je n'ai pas encore osé m'aventurer parce que simplement je n'ai pas envie de retrouver ce vertige dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pour en avoir lu un ou deux, c'est effectivement très intéressant. Là encore, il y a quand même pas mal de travail qui est fait pour que le texte soit bon. Et effectivement, les contes que j'ai lus sont bons, en général. Et il cherche surtout à plus se centrer sur la vie des membres du personnel plutôt que celui de la fondation, que la description et l'identité en elle-même. Les membres du personnel, en fait, ce sont les personnages qui gravitent autour des entités, des monstres, etc., les médecins qui essayent de comprendre comment ça marche, les docteurs, pardon, les différents, ceux qui arrivent à les contenir. Alors SCP, on n'a pas dit ce que ça voulait dire en français. Alors, ça veut dire sécuriser, contenir et protéger. Voilà. Je tiens à faire noter ceci. Ça veut dire que la Fondation ne détruit pas, ou en tout cas uniquement en dernier recours. Il n'y a que 2 SCP que je connaisse qui ont été détruits délibérément, ou en tout cas, l'un d'entre eux a été détruit, l'autre, la Fondation essaye depuis très longtemps et a raté depuis très longtemps, malgré une grande imagination, et une détermination sans faille, mais l'entité en elle-même, SCP-682, est difficile à détruire, on va dire. Donc tout cela suppose qu'il y a une organisation derrière tout ça. C'est très X-Files en fait pour les gens des années 80 comme moi qui ont vu du X-Files. Donc c'est très parano, c'est très théorie du complot. Dans notre monde, nous ignorons qu'il existe des CP, nous ignorons que des gens œuvrent pour protéger les populations et ils disposent de petits... d'amnésiques. Voilà. Tout est dans le nom, c'est-à-dire qu'on vous les administre et vous oubliez par exemple 3 jours, ce qui peut être plutôt pratique, notamment déjà pour garder le secret et aussi pour éviter que la moitié de la population soit traumatisée. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc c'est un condensé de pop culture et voilà. Donc, de pop culture, ça peut être aussi une perversion de l'enfance. Il y a un SCP qui est littéralement une version dégueulasse du monstre sous le lit. Quand je dis dégueulasse, c'est parce que pour avoir lu
Il y a un peu de gore, et je suis pas vraiment sûr que vous ayez envie que je vous lise ça. Âge minimum à partir de 15 ans quand même, Voilà. les rapports. Voilà. C'est pas vraiment quelque chose de tout public. Qu'est-ce qu'il y a? Mais alors moi j'ai une question par curiosité. Le texte que vous avez lu, il date de quelle année? Justement, il date de 2007. SCP-173, enfin ça c'est une traduction, mais le texte original était en 2007, et il était en anglais. Parce que l'idée de la créature qu'il faut surtout pas quitter des yeux, sinon elle vous... Oui, c'est totalement inspiré c'est totalement inspiré des gens exploreurs de Doctor Who. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. À mon avis, Boto 42 c'était pas mal inspiré, de ça lors de la création, et de toute manière, la fondation SCP prend de très nombreuses inspirations. Je vais justement parler de la perversion de l'enfance. On peut aussi parler d'une forme de perversion d'œuvres d'art. Il y a beaucoup d'œuvres d'art modernes, notamment dont la fondation détourne les photographies pour en faire des entités. Par exemple, un organisme constitué de câbles qui s'alimente d'électricité. Je ne plaisante pas, ça existe vraiment, je l'ai lu. Je ne me rappelle plus de son numéro, mais ça doit être dans les 2821, je crois. Il y a aussi, par exemple, certains mythes. Notamment, on a Abel et Cain, qui sont dans la fondation et qui n'ont pas beaucoup de rapport avec ce que l'on sait dans la Bible. Oui, je me souviens aussi qu'on a parlé, il y a aussi une partie uchronique. Il s'amuse à réécrire des choses au niveau de Napoléon, je crois, sur le... Oui, mais là encore, je ne suis pas en Oui, t'as pas encore, voilà. Donc il y a, c'est tentaculaire et vraiment ce sont des textes d'inspiration diverses. C'est à la fois très ouvert et assez codifié, ne serait-ce que déjà pour vérifier que ce soit écrit de façon sympathique et agréable. Est-ce que tu as créé des liens avec d'autres amateurs qui font partie, ou pas pour l'instant? Alors j'ai pu créer quelques liens avec certains membres, parce qu'on a par exemple un serveur Discord sur la branche française de la fondation SCP, avec aussi carrément un petit salon international au cas où. J'ai aussi pu, entre guillemets, convertir des gens à la fondation, d'autres amis que je connais sur Discord là aussi, à qui j'ai pu faire découvrir la fondation et qui à mon avis ne le regretteront pas. Merci beaucoup. Donc on a parlé beaucoup de partage de textes et du côté collaboratif que ça peut avoir. Alors il y a quelque chose qui est vraiment beaucoup dans la collaboration, c'est le jeu de rôle. Et les livres dont vous êtes le héros, et donc Fabien Clavel, donc est-ce qu'on a besoin de présenter le jeu de rôle à mi-chemin entre l'improvisation théâtrale et le roman? C'est un peu ça. J'ai quelques reliques là devant moi. Parce que bon, on ne se refait pas. Voilà. Donc ça par exemple, les films seconde édition, ça date des années 95, non 90, quelque chose comme ça. Donc ça a été un des ouvrages dans lequel tu as collaboré, parce qu'il y avait plusieurs auteurs dedans. Moi j'ai travaillé sur la 3e édition en fait. Je suis arrivé autour de 2000 où ils faisaient les 10 ans du jeu. Oh, il y avait marqué ton nom dedans, c'est pour ça. Je crois que tu as confondu avec Fabrice Collin. Ah zut, ah ouais. Ça m'arrive souvent. Je suis vraiment désolée. Non, c'est pas grave. J'ai écrit un roman dans lequel Fabrice Collin est le méchant pour me venger. Je l'ai prévenu quand même que j'allais faire ça. Bon, j'espère que c'est... Bon, voilà. Bon, ben voilà, je suis désolée, mais je savais que tu avais collaboré avec le film. T'as une édition de plus et je suis dedans. D'accord, bon, ben j'amènerai en petit, demain. mais Ah non, demain c'est fini. Bon, ben c'est trop tard. C'est pas grave. Bon, ben voilà, alors là c'est ça. Bon, alors là c'est ce qu'on appelle un fumble en jeu de rôle. Donc c'est une erreur critique. Voilà. Bon, voilà. Alors ça c'est le. Alors c'est pas la nouvelle, c'est la nouvelle édition. Celui-là c'est la 5e, Donjons et Dragons. Ça c'est le tout premier jeu de rôle qui a été publié. Alors ça date des années 70, les premiers. Moi j'ai commencé à entendre parler du jeu de rôle en 81. J'ai ressorti cette relique-là dans VSD. Mes parents prenaient VSD. Et voilà. Et j'ai trouvé un article qui en parlait, un voyage fantastique au pays des dragons. Voilà, c'était c'est ce truc-là. Ça, c'est un article qui doit dater de 1981. Et je me disais, oh là là, mais jamais ça arrivera en Auvergne, un truc pareil.
Et ben c'est avec un peu de patience, ça a fini par arriver. Et dessus, on a donc François Froideval, qui avait 22 ans à l'époque. Ah ouais, et plein de cheveux. Et plein de cheveux. Voilà. Comme autre relique, j'ai aussi autre chose. Ça c'est un clin d'œil au président des Aventuriales. C'est un diplôme du Guinness Book. Ça date de 1986. J'ai vérifié tout à l'heure avec un ancien participant parce qu'il n'y a pas de date dessus. Donc le diplôme a été décerné au club Jeux différents, le club Jedi de l'école de commerce en 1986. Donc il y avait un club de rôlistes. Ils ont joué pendant 168 heures d'affilée. Une partie de jeu de rôle, donc c'était du Donjons et Dragons. Ils ont joué par relais et voilà, donc il y avait 3 équipes qui se relayaient jour et nuit. 168 heures, ça fait une semaine. Voilà. Et Jean-Pierre me racontait que parfois la nuit, il continuait à écrire le scénario parce qu'ils n'avaient évidemment pas... et les joueurs avaient fait des trucs qui étaient tellement à côté de la plaque qu'ils étaient obligés de l'écrire pendant que les autres jouaient, enfin. Voilà. Donc, une passion qui est arrivée en France dans les années 80. Le principe, on a un maître de jeu qui se met derrière, j'ai amené mon paravent mais je ne vais pas le déplier, qui se met derrière un paravent de carton comme ça, il a ses règles, des choses qu'il cache, et puis il va se cacher aussi ses jets de dés qui permettent de résoudre les aventures. Donc le premier jeu de rôle, il a été créé en 1974 par Gary Gygax et Dave Arneson. Donc c'est Donjons et Dragons, il y a eu plein de versions depuis. Quelques chiffres que j'ai pris sur Wizard of the Coast. 40 millions de personnes jouent à Donjons et Dragons dans le monde. 40% à 25 ans ou moins, 11% 40 ans ou plus, 39% sont des femmes. Et en 1985, je parle de Maléfice, c'était un des premiers jeux de rôle français. C'est comme ça que j'ai commencé avec le président des Aventurières. Voilà, après il y a eu Rêve de Dragon. Et puis après, il y a eu ce magnifique jeu Néphilim, voilà, auquel... voilà. Bon, je me suis trompée d'édition, mais auquel Fabien a participé. Donc, quel lien existe entre la littérature et le jeu de rôle, à ton avis ? Les deux se complètent en fait, sans vouloir faire tout le fonctionnement du jeu de rôle. En fait, l'idée c'est que très souvent le jeu de rôle il va proposer des univers qui sont justement inspirés de littérature pour qu'on puisse se plonger dedans directement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut trouver parfois que les univers de jeux de rôle, surtout au début, sont très stéréotypés, mais en fait ça permet d'avoir un univers partagé immédiatement. Si on commence avec un univers très très complexe, ça demande beaucoup de temps pour rentrer dedans. Alors que si on dit il y a des nains, des elfes et des trolls, tout le monde voit à peu près ce que ça veut dire. Ou si je dis il y a des vaisseaux spatiaux comme dans Star Wars, voilà, j'ai pas besoin de 2 heures de présentation, on peut commencer la partie très vite. Et donc le jeu de rôle, au départ, après il y a d'autres créations qui peuvent se faire justement plus secondaires, etc. Mais au départ, il va s'inspirer de la littérature de genre très souvent pour avoir cette accessibilité. D'ailleurs, ça donne très envie quand on se dit au fait, t'as envie de jouer à Star Wars et quand on est un fan, on dit oh oui, mais où est-ce que je signe, quand, quelle heure voilà. Alors surtout que maintenant, effectivement, il y a beaucoup de ça se fait beaucoup d'avoir une version jeu de rôle de certains univers. Donc on est moins obligé d'avoir on va plutôt se jouer sur des croisements, c'est-à-dire on va jouer Star Wars, mais avec mes versions steampunk par exemple. Et donc là aussi, on va encore prendre des briques qui sont déjà connues, mais on va pouvoir les mélanger pour un peu plus surprendre le joueur. Ouais. Oui, j'ai vu, il y avait. D'ailleurs, j'attends que le bouquin arrive. Il y a eu un Cthulhu no Kami, donc une version japonaise de l'appel de Cthulhu. Donc déjà là, donc avec des yokai et tout, j'attends le truc. Je pense que ça va être sympathique. Qui est rôliste là autour de la table? Non? Comment ça? T'as jamais joué toi? Ah bah alors. Ah bon. Ah bon, d'accord. Et dans la salle, qui est rôliste? Ouais. Donc oui, c'est devenu un loisir qui s'est beaucoup démocratisé. Alors il y a eu le départ avec un public essentiellement étudiant peut-être. C'était surtout... Alors moi j'étais pas né à ce moment-là.
Dans les années 70, le jeu de rôle est né avant moi, quoi. Donc, c'est ça. Oui, mais je parle de l'arrivée en France. Je parle de l'arrivée en France. Moi, donc, j'ai vu ce truc en 81 qui est arrivé. Je me suis dit, ah, c'est magnifique. Et donc, il y a eu le démarrage dans le milieu étudiant. Et puis après, ça fonctionne. Puis après, il y a eu des polémiques. Il y avait des gens qui racontaient que les rôlistes. Ça a transformé les rôlistes en satanistes. Voilà, il y a eu des choses qui ont un peu vexé les rôlistes à l'époque. Et puis est arrivé le jeu vidéo, et je crois que c'est un peu ça qui a contribué un peu à ce que les gens jouent moins autour d'une table et plus par ordinateur. D'après les spécialistes, dont je ne suis pas, je fais que répéter ce que j'ai entendu, c'est l'arrivée de Magic en fait qui a détourné énormément de rôlistes du jeu de rôle, et il y a eu une éclipse assez longue. Ensuite, beaucoup de rôlistes ont vieilli, ont eu des enfants et ont eu moins de temps pour faire des parties très longues, et beaucoup d'entre eux se sont tournés ensuite vers le jeu de plateau. Et là, on est en train d'arriver à un retournement parce que les enfants de rôlistes commencent à avoir l'âge de jouer. Tout le monde a goûté au jeu de plateau parce que voilà, ça s'éteint pas comme ça, et donc on a un retour en force du jeu de rôle. Alors déjà pour les rôlistes qui retrouvent une production qui est assez pléthorique, il y a vraiment beaucoup de choix dans plein de secteurs, on peut jouer à peu près à ce qu'on veut, et aussi ça influence le jeu de société de plateau parce qu'on demande de plus en plus des jeux à scénario. Oui. Alors bon, faut voir ce qu'on entend par scénario, c'est-à-dire qu'en tant que rôliste, très souvent, moi quand on me propose un jeu à scénario, je suis extrêmement déçu, parce que le jeu de rôle, on peut faire tout et n'importe quoi, alors que les autres sont très très scriptés, c'est-à-dire c'est très dirigiste, et du coup ça peut être décevant. Mais en tout cas, le grand public qui n'a pas forcément fait du jeu de rôle peut vraiment y trouver son compte, parce que on a des histoires, alors c'est des jeux jetables, faut les revendre d'occasion, quoi, mais comme on a joué une fois, on passe au suivant. C'est le cas d'Unlock, par exemple. Oui. On fait une partie, on ne va pas en faire 15 puisqu'on connaît déjà les résultats, mais du coup on va l'échanger avec un autre. Oui, tu peux nous parler de comment on écrit un Unlock? Quelles sont les difficultés pour un auteur? Alors c'est compliqué, est-ce que tout le monde connaît Unlock ici? Je dis pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer d'être rapide et précis. Unlock en fait c'est un jeu de société qui s'inspire à la fois des escape games. Vous savez, donc on vous enferme dans une pièce et on doit collaborer pour résoudre des énigmes et s'en sortir en 1 heure. Et il a mélangé ça en fait avec l'influence du point and click dans les jeux vidéo, où on va cliquer sur tel objet, puis sur tel autre objet ou tel endroit, ou une action qui va permettre de débloquer la situation. Et donc là, c'était Rajo qui a proposé en fait de travailler sur Unlock, de faire une version roman. Et le point de départ d'Unlock, en fait, qui est très très simple et à qui il doit une partie de son succès, c'est qu'en gros, vous avez des cartes chez vous. Vous allez jouer tout seul, non, vous allez jouer en groupe quand même, c'est plus rigolo. Mais vous avez une application quand même qui permet pas mal de choses, et vous avez un paquet de 60 cartes. Et en 1 heure, il va falloir que vous vous débrouillez, vous avez un scénario. Et vraiment, la règle très très simple qu'il y a au départ, c'est que, en gros, si vous découvrez une carte qui est une clé par exemple, vous avez la carte clé et qui est numéro 12. Et si vous trouvez la porte qui est la carte numéro 24, vous faites 12 plus 24, vous prenez la carte 36 et c'est la porte ouverte. Et vous pouvez continuer l'histoire comme ça. Et donc moi je me suis retrouvé dans cette histoire, en fait on m'a appelé en disant est-ce que tu serais intéressé pour écrire des romans Unlock, et j'avais fait une partie la veille, donc j'ai dit oui, non, je suis chaud. Et donc moi j'ai travaillé pour adapter le système pour les romans. Je vous passe les détails aussi parce que c'était compliqué au début. En fait, l'idée déjà, c'est que ça fonctionne sans application. Et du coup, tout le système des indices et des solutions sont intégrés dans l'histoire pour que ce soit les personnages qui accompagnent le héros qu'on va interroger. Ils ont chacun en fait un numéro, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, ils sont 4, ils ont leur spécialité. Et donc en gros, quand on est à un endroit, si on veut demander à Robert, c'est plus 4, il n'y a pas de Robert, mais c'est plus 4, et Robert va vous dire, mais non, moi j'y connais rien là-dedans, demande à Georgette, on va faire un peu de parité, et on interroge Georgette qui est plus 2, et Georgette dit, bien sûr, je connais bien, blabla. Voilà, mais si on a trouvé tout seul, on peut quand même y aller. Donc voilà, et évidemment, l'auteur de Unlock est repassé derrière pour vérifier que tout était, c'est Cyril Demagde, que tout était cohérent avec le jeu.
Donc c'est un peu le principe des livres dont vous êtes le héros, c'est la même chose ou c'est pas tout à fait Alors le non, même système? c'est différent. Encore autre chose. Là, c'est vraiment un roman. Alors, les autres aussi, c'est Les des autres romans. aussi, c'est des romans, oui, bien sûr. Moi, je les considère comme des romans. En fait, l'histoire va être beaucoup plus linéaire. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir trop d'embranchements. Là, la grande force des romans dont vous êtes le héros, c'est qu'il y a, je sais pas, 300 entrées. C'est énorme. Donc ça fait une 396. Voilà, ça fait une arborescence monstrueuse. Donc ça, c'est vraiment génial. On ne peut pas se permettre ça dans un roman Unlock parce que il y a des passages obligés. Parce qu'on va pas pouvoir faire 40 dessins, 40 illustrations pour 40 énigmes. Trouver des énigmes, c'est épuisant en fait. Vraiment, c'est très compliqué. Donc en fait, on va faire un tout petit peu d'arborescence, mais pas beaucoup, parce que c'est pas le but. Et la grande difficulté, ça va être vraiment de trouver des énigmes à chaque fois qui rentrent dans ce cadre. Parce qu'encore une fois, quand on joue Unlock, on peut garder une carte, la mettre de côté et la réutiliser beaucoup plus tard, parce on l'a sous les yeux. Là, on ne peut pas se le permettre. Moi, il faut qu'on ait toutes les informations en tête, qu'on n'ait pas besoin de noter. Donc il y a toutes ces contraintes-là, et puis il ne faut pas qu'il y ait trop de dessins, parce qu'après ça coûte trop cher. Voilà. Là, je viens d'écrire le tome 3, j'avais 40 pages de trop. Parce que j'avais mis plus d'énigmes et tout, je me dis, ils vont en avoir pour leur argent et tout. Et on m'a dit, non, il y avait 40 pages de trop. Donc on a cherché tous les endroits où on pouvait couper, etc., pour que ça ne soit pas trop cher à fabriquer. Donc voilà, il y a des petites contraintes comme ça. J'ai un nombre de dessins qui est limité, parce que c'est pas moi qui fais les dessins, mais pareil pour le budget. Voilà. Mais c'est super sympa à faire. Mais c'est très fatigant, parce qu'après, une fois que c'est mis en page, il faut vérifier que tout correspond. Que tout marche, que tout fonctionne, il faut repasser tout le... Il faut repasser tout. Par exemple, dans celui-là, il y a une erreur. Mais qui gêne pas. En fait, il y a des runes, et il y a une rune qui est mal orthographiée à un moment. Personne s'en est rendu compte, hein, mais enfin, quand on l'a fabriqué, après il y a des lecteurs qui m'ont dit quand même. Voilà. Mais donc, même si on relit tout le temps, il reste toujours des trucs. Donc, il faut le refaire 15 fois, il faut faire jouer à des gens qui ne connaissent pas du tout. Voilà, c'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment super sympa. Déjà, à la base, il reste toujours quelque chose dans un roman que je l'ai relu 25 fois. Oui, mais là, c'est grave, parce que dans le roman, ça va être une faute d'orthographe, ou peut-être le nom d'un personnage qui devait être effacé. Là, s'il y a une erreur, on est arrêté. On ne peut pas aller à l'étape suivante, donc ça peut être très très grave en fait. Donc il faut être super attentif. On a joué à Unlock, nous on en a fait des paris. Oui, alors nous, par contre on a joué au jeu de société et je ne savais pas avant de préparer la table, je me suis dit c'est intéressant de voir qu'il y a ce type et on voit les ponts qui existent entre les différents supports, entre les différents médias et je trouve que c'est... Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est particulier à notre époque, entre le côté numérique, le côté ludique, la partie roman et puis après toute la pop culture vidéo, de voir toutes les connexions qui existent, c'est assez vertigineux. C'est le transmédia en fait, hein. L'idée c'est d'avoir le même univers en gros sur plusieurs supports. Et là d'ailleurs, le tome 3 paraîtra en novembre je crois, et j'ai fait un scénario qui sera un scénario classique Unlock qui ira avec, et que là les Space Cowboys qui sont l'éditeur sont en train de bidouiller pour que ça rentre bien dans leur truc. Donc il y a plein de niveaux, c'est assez rigolo à faire aussi. Ah oui, alors j'ai envie de parler de Néphilim quand même parce que c'était mon jeu favori. Pas la seconde édition par contre. Pardon, la troisième, je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup joué à la troisième. Qu'est-ce qui t'a séduit dans l'univers de Néphilim ? En fait, c'est un hasard. C'est un hasard parce que moi, j'ai commencé à écrire à cause du jeu de rôle. En fait, j'ai découvert le jeu de rôle à plus de 18 ans avec des potes de prépa. Et c'était l'été, on avait besoin de décompresser et j'avais des copains qui avaient créé leur jeu de rôle, qui était un jeu de rôle en gros féerique et steampunk en 1900, où les fées se cachent parmi nous et tout, qui s'intitulait Les Héritiers, et qui s'intitule toujours Les Héritiers. Donc ça c'était toute fin des années 90, et j'ai trouvé ça génial. J'ai fait la première partie dans le monde des héritiers, et avec les auteurs et tout, qui étaient des potes. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, quoi. Le jeu de rôle, tu peux tout faire, c'est vraiment l'imagination au pouvoir. Je veux aller par là, ok, vas-y. Et puis, si le maître de jeu te suit, tu peux découvrir complètement autre chose. Donc vraiment, j'ai été stupéfait, j'ai trouvé ça vraiment super. Et j'avais envie d'écrire depuis très longtemps, et je me suis dit, si j'écris dans cet univers-là, il y aura au moins 2 personnes que ça va intéresser. Donc j'ai un peu commencé par une fanfiction finalement aussi, puisque j'ai écrit mon premier roman dans l'univers des héritiers, que je suis allé présenter à Mnemos à l'époque, et ils m'ont dit on n'a pas envie de lancer tout de suite un nouvel auteur et tout ça, donc je suis allé, c'était en 2001,
Est-ce que tu veux pas par contre écrire pour Néphilim, dont ils étaient en train de travailler sur la 3e édition. Et je dis bien sûr, évidemment. Et donc je leur ai écrit 4 romans dans l'univers de Néphilim, qui ont été les premiers publiés. Et ensuite, le jeu de rôle Les Héritiers est resté dans les tiroirs pendant 20 ans. En fait, il y a eu plein de problèmes. L'une des autrices principales est décédée en cours de route, donc en 2017. Donc c'est là qu'on s'est dit, bon, on ne peut pas le laisser comme ça. On s'est tous rassemblés, tous ceux qui avaient bossé dessus, de près ou de loin. Je parle d'Isabelle Perrier, que certains connaissent peut-être son nom, qui était vraiment une grande amie. Et donc on s'est dit, on ne peut pas laisser son jeu, parce que c'était celui d'Éric Paris aussi, mais elle se l'était vraiment approprié. Eric, lui, a arrêté le jeu de rôle, il est passé à autre chose. Donc voilà, donc on s'est vraiment donné du mal pour finir. Moi j'ai retravaillé encore le roman, et donc on a sorti le jeu de rôle, puis le roman. Et là on travaille sur une campagne, parce que l'idée en fait c'est que le jeu soit clos. Parce que ce qui peut arriver dans le jeu de rôle, un peu comme dans certains mangas, c'est qu'il n'y a pas de fin, quoi. On laisse les joueurs, ouais, vous aurez un supplément, et puis d'un seul coup, plus personne n'achète le jeu. Donc on dit, bah non, on va pas sortir le supplément avec la fin, parce que personne l'achètera. Donc là, on a décidé de donner la fin dès le début. Comme ça, les gens peuvent faire des tonnes de scénarios, parce qu'on va en donner aussi, mais il y aura une campagne de clôture, puisque l'un des intitulés quand même du jeu, c'est de dire que donc il y a ces fées qui sont cachées. Parmi ces fées, il y en a qui se réveillent de cauchemars horribles la nuit, avec un dragon géant qui a l'air d'être en train de détruire le monde, avec des gens bizarres habillés en gris dans des tranchées. Enfin, c'est très étrange. Sachant qu'on est en 1900 quand même à cette époque-là. Et donc les gens se réveillent en sursaut en se disant « je suis un héritier » et en 1914, tout s'arrête. Tout s'achève, je crois. Je me trompe toujours sur le verbe. Et donc voilà, donc nous on va faire la campagne qui s'arrête en 1914. Et ce qui est sympa aussi, ça fait partie un peu du sujet, c'est que c'est vraiment de l'écriture collaborative. C'est-à-dire que moi je suis censé coordonner tout ça, mais on travaille un peu comme un pool de scénaristes où on échange toutes nos idées pour construire vraiment notre arc narratif. On a intégré d'ailleurs, on n'était que des hommes, et ça me gênait un petit peu qu'il n'y ait aucune femme qui travaille avec nous. Donc on a recruté une fan en fait du jeu, qui est venue nous rejoindre, qui connaît mieux le jeu que nous maintenant. Donc dès qu'on a une question, on lui pose à elle, voilà. Donc qui a rejoint le pool de scénaristes, et du coup après on va se répartir les scénarios et tout. Et sur le transmédia, moi je pense que je vais faire des romans qui raconteront cette fin, mais même pas d'une autre manière, ce sera une autre fin en fait. Ce sera un peu comme Game of Thrones, il y aura la fin de la série, la fin des romans. Là on va faire un peu pareil, c'est-à-dire que il n'y aura pas de divulgachage particulier. Voilà, donc tout ça c'est très, très rigolo, on travaille dessus actuellement. Enfin là on a fait une pause pendant les vacances, on va se faire une réunion bientôt là où on va tout remettre en balance. Et c'est vrai que c'est un jeu d'une grande richesse. Moi, je me suis beaucoup... ça m'a beaucoup plu d'être maître de jeu dedans, même si les règles sont très différentes de celles de Donjons et Dragons, parce qu'il y a des systèmes de jeu, de gestion des actions, etc., qui sont variables, et puis qui dépendent aussi de l'univers lui-même, parce que dans Néphilim, on incarne des êtres immatériels qui s'incarnent dans des humains, et qui prennent le dessus, enfin... normalement, des dessus sur les humains, et qui ont des pouvoirs extraordinaires. Et pareil, là c'est le jeu de rôle de l'occulte contemporain, donc là c'est pareil, au pays de la parano, on aime très bien. Le principe est de lutter contre les méchantes sociétés secrètes sans se faire repérer des humains ordinaires qui peuvent trouver très désagréable qu'on vienne démolir, par exemple, un musée ou un lieu public sans demander l'autorisation avant, quoi. Enfin bon, voilà, sans même parler des dommages collatéraux. Ma dernière question, est-ce que tout meneur de jeu n'est pas un peu écrivain ou auteur ? C'est compliqué parce que si écrivain c'est celui qui écrit, oui, parce qu'il va falloir écrire son histoire. Moi je dirais que c'est plus du spectacle vivant dans ces cas-là, parce qu'il faut vraiment... déjà tu as un canevas, un peu comme dans la farce classique, quoi. C'est-à-dire, tu as un canevas de départ qui t'aide quand même à pas être paumé, parce qu'en plus là tu es tout seul, c'est du spectacle solitaire. Mais après tu vas être aidé par les joueurs qui vont improviser, et toi-même tu vas improviser, donc c'est une improvisation à plusieurs, mais il peut y avoir une partie extraordinaire, on va avoir des souvenirs géniaux, etc. Si on la met à l'écrit, ce sera peut-être nul, parce que c'est pas du tout les mêmes, ça appuie pas sur les mêmes ressorts. Dans un roman par exemple, il faut du rythme.
il faut du rythme, parce que si je passe 2 heures à gérer mon domaine, le lecteur il va dire bah, tu m'embêtes, je vais sauter les pages, je vais carrément arrêter. Alors que si le joueur il dit je vais gérer mon domaine, bah, c'est super intéressant en fait, parce que ça permet de développer telle qualité, tel truc, après on peut rajouter des scénarios dessus, etc. Mais il y a beaucoup de temps mort dans le jeu de rôle en fait, hein, des moments où il y en a un qui fait un truc, les autres discutent, on mange, on fait des blagues, etc. Dans un roman, tu peux pas te le permettre, ou comme dans un film d'ailleurs, parce qu'on décroche. Donc, il y a beaucoup plus de liberté, mais c'est moins écrit, quoi. C'est vraiment plus de l'oral, quand même, je dirais. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Alors, Stéphane, tu as commencé par écrire des séries littéraires pour une maison d'édition qui n'est publiée que du numérique. Et tu es resté assez longtemps dans ce domaine-là avant de te mettre à écrire des romans et à publier en papier. Et puis tu as fait plein d'expérimentations littéraires. Alors, bon, il y a eu la série Toxique qui était sortie d'abord en numérique et qui maintenant est disponible en papier chez les filles. Il y a eu Exil. Et puis après, tu as fait une tweet fiction, et puis après, tu as écrit aussi des choses sur support Mastodon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes ces expérimentations en fait? Moi, ça donne l'impression d'être de l'expérimentation, ou je me trompe? Il y a une part d'expérimentation, il y a aussi une part d'accident, parce que quand je commence ma série Toxique en 2012, j'y croyais absolument pas. J'ai lancé l'affaire... j'avais une affaire qui me trottait dans la tête de mélanger des zombies et des aliens dans une histoire. Comment on fait ça, comment est-ce que je peux organiser ça. Et je suis parti sur ce projet en me disant que de toute façon jamais personne n'acceptera de publier ça. C'est tellement barré, c'est tellement improbable, cette histoire d'invasion alien qui rate parce que la viande humaine est avariée par un virus zombie. Donc avec des aliens, un point de vue alien qui cherche à rétablir la valeur commerciale de l'humanité, c'est-à-dire donc à redonner de la valeur à la viande, grosso modo, et un groupe d'humains survivants qui cherchent aussi un antidote. Donc les deux communautés se font la course, eux pour rester en vie, pour pouvoir relancer après une civilisation et pourquoi pas vaincre les aliens. Donc dans cette affaire, c'était totalement barré et totalement improbable que je trouve un éditeur, donc j'ai quand même commencé comme ça pour le fun à écrire dessus, et j'écrivais sur un forum, une communauté d'auteurs, hein, sur Cocyclix. Et un jour j'ai reçu un message privé parce que je publiais en même temps des extraits de ce que j'écrivais, le scénario de ce que j'avais en tête, et que tout le monde trouvait ça barré mais génial. Et j'ai reçu un contact d'un éditeur qui m'a dit est-ce que vous avez écrit quelque chose? Vous avez un épisode qui est prêt? Vous avez quelque chose qui est prêt à envoyer? Si vous avez envoyé, vous m'avez intéressé. Donc j'ai rédigé correctement un premier épisode, je leur ai envoyé, ils m'ont dit on veut la suite. J'ai rédigé le deuxième épisode, je leur ai envoyé. Vous avez une suite? J'ai rédigé le troisième épisode, je leur ai envoyé. Il fait on va vous réserver la série et après on va voir comment vous travaillez. Il y a des choses à retravailler, à revoir, et on va voir comment on peut s'organiser par la suite pour publier plus tard la série. Donc ça a commencé comme ça commence quasiment avec un accident, quoi. Une idée barrée, posée comme ça, et hop, on y va, on roule. Donc la série s'est arrêtée l'an dernier avec la 3e saison. Donc en tout, il y a 18 épisodes. Et donc le travail en série, c'est assez particulier. Donc Toxique, c'est une série qui est longue. Je commence en 2012 et je termine pratiquement l'année dernière, donc ça fait 8 ans de travail dessus. Il y a 6 gros pavés comme ça imprimés chez Géphir. Ça représente 600 000 mots, plus de 3,5 millions de signes. Des épisodes qui font presque la taille d'un roman en fait. Donc, la première chose qu'on se rend compte quand on travaille en série, c'est que c'est long. Donc il faut pas mal de préparation. D'un autre côté, l'effet inverse est totalement inverse. Autre idée barrée, mais dans un contexte complètement différent, sur Twitter.
j'ai eu l'idée de la Twitter Fiction, qui est aussi une sorte de mini-série, une micro-fiction, une micro-série. Là, on est très contraint par le format de Twitter, c'est-à-dire qu'on va utiliser des hashtags et on est limité, à l'époque c'était 128 caractères. Donc il faut pondre une histoire tous les jours à la même heure. J'avais créé un hashtag de ralliement qui s'appelait Midi l'heure du crime. Et l'histoire se passe dans une tour de 1000 mètres de haut. Donc le titre de la série c'était 3000 pieds. Puisque 3000 pieds en mesure anglaise, ça fait 1000 mètres de haut. Et ça commence par un meurtre, en fait. On arrive sur le parvis de cette tour et il y a un gars qui est éclaté sur le béton, il est tombé du dernier étage. Et la question c'est de savoir pourquoi on l'a poussé, comment il est mort et qu'est-ce qui s'est passé. Et donc les protagonistes montent au dernier étage parce qu'il habitait l'appartement terrasse du dernier étage. Et là, tout un tas d'événements s'enchaînent. Ils redescendent étage par étage et à chaque étage, en fait, il leur arrive des bricoles. Ils tombent sur des gens qui sont violents. Il y a quelque chose qui les transforme, en fait, tous les habitants de la tour. Et quand ils arrivent au pied, c'est le chaos. Quand ils arrivent dans les souterrains, dans le parking, les dernières scènes se déroulent dans le parking, c'est le chaos total et ils luttent pour leur survie. Donc chaque étage, chaque jour et tous les jours à midi, c'était midi l'heure du crime, je publiais 10 tweets à la suite l'un de l'autre qui déroulaient l'histoire. Alors la contrainte matérielle, donc 128 caractères, on utilise un hashtag et donc c'est court. Donc il faut utiliser une narration courte, percutante, il faut bien choisir son vocabulaire, il faut passer des idées vraiment en quelques mots. Il faut en quelques mots aussi dresser des personnages. Il y a quand même 3 ou 4 personnages qui sont dans l'histoire, ils ont un vécu, ils ont un background, ils ont comment dire, un profil. Donc il faut en quelques mots que le lecteur puisse cadrer directement la personne en disant ok, ça c'est ce genre de personne, lui il va avoir telle et telle réaction, etc. Donc c'est particulier comme écriture, c'est difficile et ça demande aussi beaucoup de préparation. J'étais parti un petit peu en improvisation là-dessus et je me suis rendu compte que en fait il fallait quand même temporiser et mieux préparer certains éléments, notamment de construction des personnages. Parce qu'ils ont un historique derrière, pourquoi ils sont dans la tour, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi leur métier, etc. 128 caractères, c'est pas facile d'arriver à peindre. Les premières images, les premiers retours que j'en ai eu, il fallait les personnes qui m'envoyaient des messages après sur Twitter pour me répondre, me disaient mais c'est carrément génial, en fait, en quelques mots, tu arrives à paf, ça percute comme ça, ça envoie du jus, ça envoie du sang, ça envoie. Voilà, c'est. Et quand on décrit de l'action comme ça en 128 caractères, ça passe. On choisit des mots de vocabulaire pour bien vraiment imprimer l'idée, mais c'est plus difficile de faire passer des concepts philosophiques, des attitudes et des relations aux personnages. Donc c'était une expérimentation, c'était intéressant dans l'idée de écrire de façon très concise et quelque chose de percutant, mais d'un autre côté, tu n'y trouvais pas forcément ton compte en tant qu'auteur pour pouvoir mettre de l'émotion, pour pouvoir créer des relations entre tes persos, c'est ça? Non, c'est difficile de créer de la relation entre les personnages là-dessus, mais c'est faisable. Et dans la Twitter Fiction, je pense quand même avoir réussi à relier notamment une femme qui est prostituée, une call girl de luxe qui est dans la tour et qui essaye elle aussi de comprendre ce qui se passe avec le prêtre qui est lui aussi un petit peu enquêteur et ensemble ils descendent les étages pour essayer de savoir et rencontrent d'autres personnages en même temps. Il y a aussi une mère et sa fille aussi dont la relation est assez forte. Donc on arrive à faire passer un certain nombre de choses. La complexité, c'est vraiment de réduire l'espace tout est contracté en fait. Il y a la sauce tomate et il y a le concentré de tomate. La Twitter, c'était le concentré de tomate en fait.
Et on est obligé vraiment de chercher des mots forts pour vraiment aller dans l'émotion. C'est vraiment, il y a un gros travail de vocabulaire là-dessus. Comment choisis-tu tes thèmes d'écriture? Ça vient comme ça en fait. Je peux avoir des idées un peu partout et il y a des sources d'inspiration aussi au niveau des séries télé. Par exemple, Toxique, il y a une influence de Walking Dead dedans évidemment. Il y a. Tu l'as pas commencé avant? C'était 2012. Il me semble, ouais. C'était les premiers épisodes, il me semble, c'était de 2012. Ouais. Je suis un peu comme toi aussi, tu vois, j'aurais daté plus récemment. Ouais, moi aussi. On peut avoir cette impression-là, ouais, il me semble que c'est bien. Je pensais plus à Romero. Par rapport à Twitter et à ce qui se passe sur Twitter, il y a Katie Stewart qui avait lancé un sculpteur, il y a participé. Moi j'ai vu juste ça un petit peu de loin, mais à partir de mots-clés, elle invite tous les mois des auteurs à écrire un tweet par jour en utilisant une grille de mots-clés. Et pour constituer, alors au début c'était juste écrire une histoire par mots-clés, puis il y en a qui se sont amusés à commencer à écrire des histoires sur le mois, en utilisant les mots-clés. Oui, ça s'appelle Whitehaver. Voilà, c'est ça. Et qui a participé? Non, je n'y ai pas participé, je le ferai certainement, mais pas dans les médias, parce que j'ai pas mal de choses qui sont en route, donc je ne peux pas trop me disperser en ce moment. Par contre, j'ai fait une expérimentation aussi sur Mastodon. Oui. Alors, avec l'avantage de Mastodon, on a plus de caractères, on n'a pas 128, on en a presque 500 je crois. Okay. Donc j'ai développé dessus une histoire, là aussi pareil, avec un hashtag, avec un rendez-vous quotidien, tous les jours, 10 poètes qu'ils appellent ça, qui déroulent l'histoire, et l'histoire s'appelle Backup. Backup, c'est l'histoire de gens qui meurent sur Terre, quand ils meurent sur Terre, leur mémoire est sauvegardée. Elle est envoyée dans l'espace, ils ont une puce, etc. Elle est envoyée dans l'espace pour être sauvegardée dans une station spatiale qui tourne autour de la Lune et qui s'appelle Backup One. Il y a Backup Two. Donc on suit des gens qui meurent sur Terre et une nana qui est opératrice sur cette station et qui est là chargée de vérifier les sauvegardes, si elles se font bien correctement. Elle s'appelle Tammy Tusk, cette personne, en hommage à Elon Musk par exemple. Elle est handicapée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se servir de ses jambes, et parce qu'elle les a perdues dans un tsunami en Floride. Donc tout ça c'est relaté dans Backup en fait, parce qu'elle a failli perdre la vie, etc. Et donc il se trouve que dans cette histoire, quelqu'un meurt sur Terre et meurt avec un secret important, et que ce secret est expédié sur la station en orbite autour de la Lune, que des gens vont vouloir absolument ces informations et qui vont devoir envoyer une équipe à cette station pour récupérer la sauvegarde. Et donc Tammy, qui va être en bringuet là-dedans, va essayer de tout faire pour essayer de comprendre pourquoi ces gens sont là, pourquoi ils se comportent mal avec les habitants de la station, etc. Donc la liberté sur Mastodon, c'est un petit peu plus d'espace d'expression. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rattaché je crois que c'était tous les 3 poètes, une petite image d'illustration, un rectangle avec une image dedans. Par exemple, quand je crois que c'est une personne qui meurt à Nairobi, elle meurt sur un tas d'ordures. La seule chose qui lui reste, c'est ses chaussures de luxe. Et devant lui, il y a un enfant qui est pieds nus, il a les pieds crasseux, ses pieds sont dans la tour, dans les déchets, on le voit pieds nus, et le gars, quand il meurt, il lui dit maintenant tu peux prendre mes chaussures. Donc lui, il a ses chaussures de luxe, et puis il meurt, et puis le gamin il se barre avec les chaussures. C'est la possibilité donc, que j'ai exploitée d'illustrer certains des poètes, et donc en tout ça fait une histoire de... On est quand même dans les 15 000 signes en total, donc ça a duré 2-3 jours. L'équivalent d'une grosse nouvelle en fait. Ouais, l'équivalent d'une grosse nouvelle. Le writing dont
Ouais. dont on parlait. Il y a une autrice sur le salon qui a participé, c'est Crazy. Oui. Mm. Oui, il me semble que j'ai vu passer des... Alors, le White River, c'est aussi une autre façon de travailler, hein, de travailler la narration de manière différente. Hein. On prend un mot-clé, voilà, il y a une liste. Tous les jours, quelqu'un prend une histoire de science-fiction, d'imaginaire à partir de ce mot-clé. Il y a des auteurs qui peuvent y participer. Fabien, tu participes parfois à de l'écriture comme ça sur Internet ou sur des tweets ou sur des choses de ce genre? Non, j'ai pas le temps parce que moi j'essaye de vivre de mon écriture et du coup déjà j'ai trop de trucs à faire. Je peux pas participer à des trucs comme ça. Ouais. Moi quand j'ai envie vraiment d'écrire un truc en plus, en fait je participe à des appels à texte. Oui. Donc ça me permet de faire des essais aussi, mais non, pour tous ces trucs-là, je suis très admiratif des gens qui le font. Moi, j'arrive à écrire très vite, hein, donc c'est pas. Mais j'ai peur de m'épuiser en fait, donc je trouve d'autres moyens, quoi. Je préfère. Puis j'aime bien la publication papier, je dois avouer, je suis un peu vaniteux et j'aime bien quand il y a mon nom sur le livre, même s'il est en petit et au milieu d'autres noms, ça me va. Donc voilà, c'est plutôt là. Oui, là, ils l'ont mis tout petit, bah, c'est Unlock. Fabien Clavel. Voilà. Mais oui, non, mais ils sont obligés, hein, par contrat, j'exige, avec le champagne dans ma loge et tout ça. Maxime, tu lis jamais, toi, par contre, de tweets fiction, Mastodon, toutes ces choses-là, c'est pas trop ton univers, toi? Non, je ne lis pas. Je ne lis pas ce genre de texte. Après, il existe une sorte de variante, je dirais, de la tweet fiction qui, même si ça peut exploiter Twitter, mais ça exploite aussi beaucoup d'autres formats, c'est l'ARG, l'Alternate Reality Game. Mais là, on est plus proche d'un jeu comme Unlock que d'une tweet fiction, je dirais. D'accord. L'heure tourne, il est déjà 15h59. On aurait pu continuer encore longtemps, je pense, dans ces différentes... Bah non, il n'y a rien. Après, je sais pas, est-ce qu'on peut encore raconter des choses? Lâchez-vous. Oui, y a-t-il des questions dans le public? C'est pas une question, mais dans toute la sphère Twitter, il y a aussi... alors j'ai plus son nom parce que je retiens pas les pseudos des gens, mais il y a quelqu'un qui tous les jours à 18h poste une image. C'est Cléotte. Ouais, merci. Il faut écrire ce qu'il appelle une micro-nouvelle par rapport à cette image, et souvent c'est des images qui sont à la fois assez précises, mais qui laissent plein de choses dans l'ombre pour développer l'imagination. Et moi j'adore lire ça parce qu'il y en a qui partent vraiment très loin, et il y en a qui partent dans plein de directions. Enfin, sur tous les gens qui répondent, en fait, il y en a plein qui partent dans des directions totalement opposées des autres, alors qu'on pourrait penser qu'à partir d'une seule image, tout le monde va raconter plus ou moins la même chose. En fait, c'est pas du tout le cas, et c'est assez marrant. Bah, c'est le jeu en même temps, hein. C'est de faire différents. C'est de prendre le contre-pied, comme je dis à chaque fois, mais c'est de prendre le contre-pied de l'affaire. On voit tout de suite ce qui est évident, et après, ce qu'il faut essayer, c'est de renverser le point de vue, en fait. Et d'ailleurs, pardon. Non, je disais, l'idée d'écrire quelque chose à partir d'une image évocatrice, il y a tout un tas de jeux de société d'ailleurs qui utilisent des images. Il y a Mysterium, pardon ? Dixit aussi, je crois. Dixit, voilà. Il était une fois, qui était un relativement ancien, avec des belles illustrations de... Comment elle s'appelle déjà ? Florence Magnin. Florence Magnin, ouais, qui avait fait des... voilà. Voilà, c'est ça. Dixit et tout ça, effectivement, ça me rappelle un petit peu ce genre de choses-là. Vous voulez dire quelque chose? Oui, j'ai une question pour Stéphane. Du coup, vous parlez de la liberté sur Mastodon. C'est juste un point de vue taille de caractère, ou il y a d'autres libertés Déjà en taille de caractère, on va en avoir beaucoup plus. J'avais moi le nez rivé sur le compteur vraiment de caractères, parce que j'avais un compteur vraiment où je millimétrais chaque mot, même les expressions, les conjugaisons, il fallait éviter les imparfaits, des choses comme ça, parce que les AIENT derrière, ça bouffe 5-6 caractères, donc c'est ça de perdu.
Donc il y a, après son mastodon, j'ai eu un petit peu plus de liberté à ce niveau-là. Il y avait moins de monde par contre. Ça reste un réseau encore assez confidentiel. Sur Twitter, ça a bien marché parce que ça a été pas mal relayé, ça a été pas mal repris. J'ai beaucoup de personnes aussi qui sont venues plus tard vers mes écrits en ayant connu la Twitter fiction. Après, il y a aussi au niveau de la lecture, des lectures autres, je pense que ça a toujours été plus ou moins le livre, c'est bien, mais je me rappelle moi quand on était gamin, il y avait tous les magazines hebdomadaires qu'on suivait entre autres avec les BD qui n'étaient pas qu'on découvrait par deux planches avec entre aussi des articles. On parlerait de Spirou, du journal de Tintin, tous magazines de bande dessinée. Tous les magazines de ce style-là qui ont presque disparu. Bah, il reste, il y en a encore. Il reste Spirou. Oui. Spirou fonctionne encore très bien. Tintin a arrêté il y a déjà quelques années. Ouais. Il y avait Pilote. Je ne sais pas si ça existe encore. On est abonné à quoi déjà? Oui, et l'autre Casemat. Je ne connais pas ça. Casemat est très bien foutu. Ouais. Il y a à la fois des planches commentées et des interviews de dessinateurs. Après, la bande dessinée, là, c'est un énorme sujet. Oui, ça fait partie de la lecture. Ça fait partie de la lecture. La bande dessinée, les mangas, c'est souvent, en tant que... On voit ça souvent que quand on parle avec des parents et tout, quand on écrit du jeunesse, entre autres, moi les enfants ils lisent plus que des mangas. C'est toujours de la lecture. Bien sûr. C'est toujours de la lecture. Après, le domaine du manga et de la BD est un domaine tellement énorme, ça nous prendra encore des heures et des heures si on pouvait en parler efficacement. Soyons francs. Hein. Oui. Tu lis des mangas toi aussi? Oui, j'en lis aussi. Ouais. Ce sera de la culture dans quelques années. Oui, effectivement. Lorsque C'en est déjà. Lorsque les jeunes d'entre nous deviendront vieux et aigris, là effectivement, ça deviendra de la culture. Mais bon, après il y en a aussi d'autres mangas qui sont devenus et qui sont déjà très respectés. Bien sûr. Il y avait aussi une expérience qui avait été faite il y a quelques années aussi en matière de narration. Quelque chose aussi complètement barré, complètement fou, qui s'appelait Radius. Radius, c'est un projet à plusieurs auteurs, on était 6, donc 12 mains sur le concept, en fait, parce que c'était un concept, c'était même pas un livre, c'était même pas un roman, c'était une histoire, c'était un concept, sur internet, sur le web, où chaque auteur incarne un personnage. Moi, par exemple, j'incarnais un prêtre qui avait ouvert une église pour célébrer des mariages à Las Vegas. Et donc chacun interprète donc son personnage, et il y a un 7e joueur, entre guillemets, qui lui détient les clés de l'histoire et qui fait tomber des événements, et c'est à nous après, nous en tant que personnage, par rapport à la manière dont on l'a construit, qu'on va réagir par rapport à ces événements. Par exemple, il est arrivé un moment dans cette histoire où toutes les feuilles de la terre ont jauni et sont devenues rouges et avant de tomber. Donc il y a absence de végétation. Qu'est-ce qui va se passer? Comment nous on réagit? Comment mon père Stan réagit à Las Vegas? Comment les gens autour de lui réagissent à l'événement? Comment il y avait un personnage qui s'appelait Smith qui était lui aux États-Unis en Arizona, et comment lui il réagit? Lui il est fermier en plus, donc comment il réagit à la perte de sa culture, etc. Donc on avait tous les 6, on avait un personnage, et il y avait une personne qui était là, qui faisait tomber les événements tous les jours, tac tac tac, et nous on devait écrire comment on réagit par rapport à tout ça, et l'ensemble doit converger vers un cheminement commun, vers une histoire qui se forme petit à petit, et au fur et à mesure que l'histoire progresse, les protagonistes se rencontrent, parce qu'ils essayent de se réunir pour savoir ce qui se passe, etc. Et l'intérêt dans cette histoire, un roman, il a un début, une fin, une série a un début, une fin. Ici, il y a une fin, effectivement, mais on peut prendre l'histoire par n'importe quel personnage. En fait, on peut rentrer dedans par n'importe quelle porte. C'est ça. Oui, c'est du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle d'écriture en fait. Oui. Ça. C'est le proto actuel. En fait, toute la période entre 2004
partir de 2005, il y a eu un essor des forums JDR. Et moi, je sais que de 2006 à 2017, j'étais en train d'écrire ce genre d'histoire, mais sur des forums avec. Ça mixe en fait en même temps la fanfiction parce qu'on a un univers donné. Et en fait, c'est vraiment. Ça converge totalement. Et en fait, ce qui a fait qu'à la fin, moi, j'ai fini par écrire des romans totalement chorales en fait. Parce que c'est comme ça que j'ai appris à construire de l'histoire avec différents points de vue. Et en fait, c'est vraiment ce que vous nous décrivez là, c'est vraiment exactement ça. Et je ne savais pas que ça existait, donc merci. Tu sais, on recevait, par exemple, du 7e joueur, on recevait des messages à décrypter sur notre messagerie Gmail, par exemple. Ce genre de choses. Il y avait des vidéos, des photos, et nous, on devait réagir par rapport à ça en tant qu'auteur. Comment est-ce que ça s'insère dans l'histoire, Et puis, on discute aussi entre auteurs. Ah bah tiens, je vais faire rencontrer ton personnage avec mon personnage pour résoudre tel problème. Et tout s'est monté comme ça. On arrive à la fin avec effectivement un monstre, c'est Frankenstein, du coup partout. Il y a on rentre par un personnage, on peut en sortir par un autre, et chacun peut trouver dedans, à travers un site internet, soit choisir une trajectoire chronologique, donc événement par événement, soit choisir une trajectoire par personnage, en disant je suis ce personnage et puis je vais en suivre un autre, et on se rend compte qu'en fait on va pas raconter exactement la même chose, et on s'est aussi arrangé pour pas que deux personnages rapportent la même chose de la même façon. Il y a eu beaucoup de coordination, il y a eu beaucoup d'expérimentation, il y a eu aussi beaucoup de soucis de synchronisation, et parce que les personnages vivent aussi, font ce qu'ils veulent d'une certaine manière, et ça a été très très enrichissant en termes de narration, de travailler comme ça, vraiment avec une contrainte. Il y avait une contrainte de temps aussi, il y avait une publication tous les combien, je ne me rappelle plus. Toutes les semaines, on avait une semaine pour pondre le texte relatif à un événement. Donc ça a duré, c'est un projet qui dure 1 an, c'est 1 an de travail à 6, en suivant les événements toutes les semaines qui tombent, en disant on écrit, il faut qu'on se coordonne. On avait un forum pour discuter entre nous, de savoir aussi où est-ce que le 7e joueur il va en venir, pourquoi est-ce qu'il nous a fait ça, pourquoi est-ce qu'il nous a mis telle et telle personne. Il se trouve que le 7e joueur, après, il dévoile ses cartes au fur et à mesure de l'histoire, donc on arrive mieux à comprendre où il va en venir. Mais pendant un moment, on est dans le brouillard quand même en tant qu'auteur, et c'est assez intéressant. Et en tant que lecteur, c'est intéressant comme tout, parce que moi j'étais abonnée, et alors au début, je suivais tel personnage, et puis après au bout d'un moment, je me dis, ah tiens, il est en train de rencontrer tel autre. Bon, alors je reviens, puis je reprends l'histoire au début, puis je suis le personnage qu'il va rencontrer, parce que sinon, il va me manquer des bouts. Et puis après, et c'était assez fou, et j'étais vraiment impressionnée en me disant, oh là là, ça c'est vraiment une énorme image, et comment ils vont arriver à tout caler à la fin, quoi. C'était vraiment un truc, il y avait de quoi lire, il y avait de quoi lire pendant un moment quand même. En fait, c'est drôle parce qu'en fac de lettres, on étudie les auteurs de l'Oulipo, voire de littérature potentielle. Si ça se trouve, dans 40-50 ans, on étudiera ce genre d'exercice un peu stylistique, narratif. Donc c'est pareil, ils cherchaient des nouvelles idées pour renouveler la littérature, ça me fait un peu penser à ça au final. Le prix Goncourt de cette année, en 2020, pardon. Oulipo, science-fiction. Oui, la nouvelle année, oui. Le Tellier, alors je m'en rappelle. Il y a les cadavres en bas là. Le cadavreski, c'est vrai que c'est assez amusant. Celui auquel fait référence le président, qui a été imaginé par Fred Dupuis de 1115, les éditions 1115, c'est parti d'un délire dans un salon où... alors j'étais dans le salon, mais j'étais pas à la table de 1115 parce que j'étais à la table de mon éditrice, et d'une autre éditrice, et il y a 3 auteurs qui sont liés avec le patron, et ils ont commencé à délirer. Et à partir de ce délire, pendant le confinement, quelques mois plus tard, donc Fred Dupuis nous a contactés et nous a dit, bon écoutez, en partant de cette idée-là, je me disais qu'on pourrait bien faire un cadavreski. Et il nous a demandé, bon, quand est-ce que vous êtes libre? Vous aurez un chapitre chacun à écrire. Et
Alors on connaissait le point de départ. Moi je connaissais moins que les autres puisque je n'avais pas participé au gros délire. Et en fait on a reçu chacun que le chapitre précédent. Et alors formidablement, moi je l'ai lu en entier que lorsque j'ai reçu le BAT. C'est-à-dire bon attiré pour la publication. Et bien ça se tient. Parce qu'on est quand même, je sais plus si 13 auteurs, je crois. 13 auteurs. Oui, parce qu'il voulait ce chiffre, ouais, c'est ça. Donc on est 13 auteurs et on écrit absolument pas de la même manière que ce soit les uns ou les autres. On est vraiment tous très, très différents. Et à l'arrivée, ça tient pas mal. C'était une expérience aussi très particulière. Une dernière question peut-être dans le public? Bon, je crois que je vais me permettre de conclure en disant que la lecture est donc toujours vivante, hein, on est d'accord, présente dans le quotidien des personnes et présente chez les lecteurs sous plein de formes différentes. Pour préparer du jeu de rôle par exemple, quand même lire un peu, et même si ce n'est pas un roman, on trouve des textes élaborés, intéressants, du background, et puis on va construire des personnages. Donc le plaisir, c'est peut-être déjà ce qui doit primer dans l'acte de lire, donc lisons, et lisons surtout ce que nous avons envie de lire.